Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Échos de la Finance. Les deux dernières fois, nous sommes engagés dans les arcanes de la douane. On a essayé d'en comprendre le fonctionnement, le rôle, les forces et les faiblesses. Aujourd'hui, on va peut-être achever encore. Il y aura peut-être 2 ou 3 petites choses à dire sur la douane, mais on va surtout s'attacher à un sujet qui découle directement de ce que nous disions la dernière fois, à savoir quelles sont les principales importations haïtiennes. Qui dit importation dit évidemment douane. Bonsoir William Savary, heureux de vous retrouver. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Alors, vous me disiez qu'il y avait encore 1 ou 2 petites choses que vous souhaitiez dire à propos de la douane. Ah oui, c'est parce que la dernière fois, nous avons laissé de côté, nous avons déféré la discussion sur la contribution culturelle des Américains à la République d'Haïti, où vous voulez, quelle portion de la culture américaine a été absorbée par les Haïtiens résultante de l'occupation américaine. D'accord. Maintenant, il faut au prime abord dire que dans plusieurs des pays où les Américains sont passés et ont occupé, ils ont laissé après eux le baseball, le football, le basketball. Attention. Football américain. Merci, Serge, bien dit. Le football américain, le basket aussi. Ouais. Donc, ces 3 sports, ce sont les meilleurs passe-temps aux États-Unis et les plus populaires. Et en général, lorsque les Américains vont quelque part, il y a des restants de ces sports. Et en l'occurrence, je peux citer la République dominicaine, par exemple. Qui sont très bons en baseball, absolument. Panama. Cuba. Japon. Oui, c'est vrai. Mexique. Oui. Donc, ils ont vraiment laissé leur tradition sportive, qui est leur rapport culturel au pays où ils ont été présents. Mais en Haïti, aucun des sports américains n'a été adopté. Zéro. Bon, si, il y a comme un petit peu le basket, mais le basket est-il vraiment un sport typiquement américain? C'est récent. L'intérêt de basket, c'est récent. Oui, maintenant, autre chose, c'est au niveau de la musique. À l'époque de l'occupation, il y a la tendance musicale aux États-Unis, c'était le blues et country music. Et le country. Nous n'avons pas ça en Haïti. Non. Surtout la country. On l'ignore complètement. Ce qui veut dire, d'un point de vue culturel, bon, c'est pas... Ils n'ont pas laissé grand-chose, ou les Haïtiens n'ont pas adopté grand-chose, et peut-être on peut même dire que ça a fait partie de la résistance contre l'occupation américaine. Oui, il y a quand même 2-3 petites choses qui nous sont venues directement des États-Unis et qu'on a adoptées très rapidement. Le blue jean. Bon, le blue jean, c'est pas des années 30, c'est des années 60, 70 avec Levi's. Levi's, oui, mais ça a été adopté tout de suite. Mais c'est vrai que c'était adopté par le monde entier. Mais il faut dire aussi que les blue jeans ont été rendus, en fait, les cowboy movies, les films cowboy. C'est ce qui a rendu très populaire les jeans. Et les bottes aussi, mais on n'a pas adopté les bottes. Qui viennent avec. Non, c'est vrai. Par contre, on a largement adopté le revolver. Oui, mais aussi les chapeaux. On n'a pas adopté les chapeaux. On n'a pas adopté les Stetson. C'est ça. Maintenant, il y a vraiment l'influence culturelle ou la contribution culturelle en Haïti a été vraiment très minime. Très faible. Donc, maintenant, au niveau intellectuel, le mouvement intellectuel haïtien, les intellectuels de l'époque, tous les écrits de l'époque, c'était des écrits anti-américains. Donc, il n'y a pas... Les grands poètes de l'époque, c'était dehors, Yankee out. Donc, il n'y a pas eu vraiment une influence culturelle. Yankee go home. Bon, il faut dire aussi qu'à l'époque... la langue française avait encore beaucoup d'influence, et que ces messieurs maîtrisaient la langue de manière extraordinaire. Absolument. Maintenant, il faut dire aussi, ça c'est au niveau de la ville, de la capitale, mais aussi dans les milieux reculés du pays, les gens n'étaient même pas au courant qu'il y a eu une occupation. Parce qu'ils vivaient leur vie comme si de rien n'était. Et aujourd'hui encore,
si on va dans la paysannerie, dans la paysannerie, les gens sont vraiment immunisés, c'est ça, de la politique à Port-au-Prince. Immunisés. Oui, merci, Serge. Ouais. Donc, oui. Ils sont immunisés. Dans la paysannerie, il y a vraiment... leur environnement, leur écosystème, vous voulez. Donc, ça a resté constant pendant longtemps. Donc, il n'y a pas eu d'influence étrangère comme nous l'avons vu, comme nous le voyons aujourd'hui. Donc, du point de vue culturel, donc, l'influence américaine en Haïti, je veux dire, était négligeable. Intéressant. Alors, revenons maintenant à la suite. Alors, les principales importations haïtiennes. Et je crois que vous souhaitez étudier particulièrement le cas du riz. Oui, maintenant, le cas du riz. Avant d'aller dans le riz, je veux donner une idée aux gens de la façon dont la douane, les produits les plus importés du pays. Donc, et je veux les grouper selon le niveau de taxation. Des dépositions. Très bien. Parce que nous avons ce que j'ai pu catégoriser, par exemple, les produits qui sont les moins taxés et les produits qui sont les plus taxés. Et maintenant, les moins taxés, je vais de 1 à 20%. Les plus taxés, au-delà de 20%. D'accord. Okay? Donc, pour les moins taxés, il y a l'huile, l'huile comestible. Oui. Il y a le lait, il y a le riz, le pois et le ciment. Donc, c'est en dessous de 20%. Au-dessus de 20%, il y a les boissons gazeuses, il y a les détergents, les sardines, les savons et Famosa. Vous savez, Famosa manufacture les pâtes de tomates en Haïti. Mais il se trouve que la majeure partie de leur production est surtout une production d'assemblage. Ils achètent en vrac et font le packaging chez eux et produisent très peu. Donc, ce qui fait que leur importation... Pourtant, à l'origine, Famosa est un ketchup haïtien, à partir des fameuses tomates Tijocelyne. Et à mon goût, strictement personnel, c'est de loin le meilleur ketchup du monde. On est d'accord. D'accord. On est d'accord, mais aujourd'hui, c'est bâtardisé. C'est bâtardisé. Maintenant, il y a une troisième catégorie qui est vraiment la catégorie qui devrait être beaucoup plus... qui mérite beaucoup d'attention. Mais c'est la catégorie où les impôts sont au-delà de 30%. Au-delà de 30%. Ouais. Et à l'intérieur de cette catégorie, vous trouvez le maïs. C'est pas vrai. Ouais. Et vous trouvez les friperies. Les friperies, ce sont les Kennedy, ceux qu'on vend dans les rues. Ah oui. Vous avez les cosmétiques. Les pépés. Les pépés, vous avez les vieillettes. Maintenant, pourquoi c'est important de souligner que le niveau d'imposition sur le maïs est élevé? C'est parce que c'est pour vraiment élucider que la production locale de maïs peut être rentable. Ouais. En vertu du fait que... Une forme d'incitation. Une forme d'incitation. Donc, si jamais quelqu'un s'intéresse à l'agriculture, le maïs pourrait être un point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises en Haïti aujourd'hui qui font les céréales. Oui, et les céréales, c'est à la base de maïs. Absolument. Donc, la culture du maïs en Haïti pourrait vraiment devenir un point d'approvisionnement pour les gars qui font la manufacture de céréales. Surtout que ces gars-là importent leur maïs du Mexique. Surtout même si on arrive à faire ce que souhaitait M. Marc Bazin, c'est-à-dire cultiver du maïs moulu. C'est vrai, tu fais des blagues. Non, mais c'est vrai. C'est une phrase historique que tout le monde connaît. Et je fais une petite parenthèse là. J'ai appris récemment, William, que la quasi-totalité du café que nous torréfions et buvions ici en Haïti ne vient pas d'Haïti. C'est importé. Bon, il y a une grande partie de la consommation de café en Haïti qui est importée. Bon, j'ai cru comprendre que c'était la majorité. Bon, il y a une grande partie. Bon, certains disent la majorité, mais il faut se rendre compte que le café est consommé à travers le pays et une grande partie de notre production est vendue en Dominicanie. Et il y a surtout qu'il y a beaucoup de production individuelle. Maintenant, le petit paysan qui a ses 8 ou 10 pieds de café et qui... Maintenant, c'est une question importante. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il y a une déconnexion au niveau de la douane entre ce qui est importé et ce qui est rapporté.
Et ce qui m'amène directement sur le point que j'ai voulu souligner à l'introduction de notre intervention sur le riz. D'abord, je veux établir pour les gens, il y a une relation directe qui existe, la croissance démographique et la consommation. Et en général, pour déterminer la population d'un pays, les pays comme les États-Unis, la Russie, qui sont très impliqués dans les activités d'espionnage, ils mesurent le niveau, ils établissent un ratio entre la population et la production. Parce que plus vous avez du monde, plus vous devez produire pour les nourrir. Donc, ce qui m'amène à conclure qu'en Haïti, par exemple, si nous sommes 12 millions, il a été rapporté que à la douane, on importe 400 000 tonnes de riz par année. Et que la production locale est de 70 000 tonnes, ce qui fait 470 000 tonnes de riz par année. Maintenant, de ces 70 000 tonnes de riz par année pour 12 millions de personnes, ça vous fait à la moyenne 76 livres de riz par an. Ce qui vous donnerait un quart de livre par citoyen. Hein? Par an. La consommation annuelle serait de 72 livres, ce qui ferait par jour un quart de livre. Okay? Maintenant, je doute fort que ces chiffres soient corrects. Pourquoi? Parce qu'on sait que la consommation locale dans un plat de riz est supérieure, la quantité de riz dans un plat est supérieure à un quart de livre. Hein? Là, c'est quelque chose que j'ai vérifié et que j'ai recherché. Hein? Maintenant, si on... Là, je fais un tout petit point là. N'oubliez pas ce que vous disiez. Il faut pas oublier que le riz, c'est comme les pâtes. Oui, ça, avec l'expansion. Quand c'est sec... non, je prends en considération l'expansion. Quand on le cuit, ça triple ou quadruple le volume. Non, je prends en considération. Absolument. Maintenant, normalement, si on prend la consommation du riz par habitant dans le pays, à la moyenne, on dirait que la moitié d'un livre de riz, vraiment, c'est la consommation d'un citoyen normal qui mange. Si on devait commander du riz pour toute la population, on serait obligé d'importer 1,95 million tonnes de riz par année. Pour nourrir... Au lieu de 400 000. Pour nourrir 12 millions de personnes par an. Mais vu que ce n'est pas tout le monde qui mange du riz tous les jours, on va prendre la moitié, ce qui nous met à 547 000 tonnes d'importation, de production de riz, d'approvisionnement de riz sur le marché par an. Maintenant, si le riz disponible est de 475 000 tonnes, entre ce qui est importé et ce qui est produit, il y a un déficit de 77 000 tonnes, 77 500 tonnes de riz qui n'est pas comptabilisé. Maintenant, il y a trois solutions, trois réflexions à faire. La première, c'est que, premièrement, ces 77 000 tonnes et des poussières ne sont pas comptabilisées, c'est-à-dire il n'y a pas de dossier de déclaration d'importation à la douane. C'est ou bien, au niveau local, la production du riz est beaucoup plus supérieure que ce qui est déclaré. Que ce qu'on disait, oui. Ou bien, il n'y a pas 12 millions de personnes dans le pays. Hein? ou bien ils ne mangent pas tous du riz. Non, nous sommes en train de calculer. Non, la réflexion se fait sur 50% de la population. Ouais. Donc, pas... Ouais. Donc, maintenant, ça encore, la dernière fois, nous avons élucidé des questions et nous avons proposé aux étudiants qui préparent leur thèse, leur mémoire. Voilà un élément de thèse de mémoire qu'il faudrait peut-être explorer. Très bien, William, très bien. Oui, parce que, moi, je suis grand amateur de riz, mais dans la population haïtienne, il y a une consommation énorme aussi bien de maïs, que ce soit des maïs boucanins que des maïs moulus.
Et il y a aussi pas mal de gens qui consomment du pitimi, le petit mil. Il y a pas mal de gens qui consomment également du blé, le blé concassé. Absolument. Donc tout ça, ce sont des féculents et des protéines. Absolument, absolument. Maintenant, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'en fait, au niveau de l'imposition qui est sur le riz, de 12%, je crois, devrait être à la hausse pour permettre un essor au niveau de la production locale. Bon, ça, on en a déjà parlé, je crois. Là, je pense que c'est un rêve, parce que l'essentiel du riz qui est importé, c'est du riz américain. Or, le riz américain est outrageusement, comment dit-on ça déjà, subventionné par le gouvernement américain. Donc, il est impossible d'imaginer que le riz haïtien, s'il n'est pas subventionné lui aussi, puisse un jour concurrencer le riz américain. Bon, si vous voulez, la subvention peut se manifester de diverses façons. Par exemple, en général, vous avez le maïs, il y a 30% d'impôt sur le maïs importé. C'est une forme de subvention à la production du maïs. Donc, des impôts plus élevés sur l'importation du riz seraient une sorte de subvention pour encourager la production du riz localement. Oui, mais là, il faudrait avoir la bénédiction de M. Bill Clinton. Bon, tout se négocie. Oui, en effet. Tout se négocie. En effet. Eh bien, William, merci pour ces informations, merci pour cet éclairage. Je ne sais pas encore de quoi nous allons traiter la semaine prochaine, mais rassurez-vous, nous allons trouver. Bonne fin de journée et merci, William. Merci, Serge.